Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Je suis Pierre Groppeau du magazine Vanity Fair. Et aujourd'hui, on est réunis pour parler du nouveau luxe. Le mot luxe, paraît-il, vient du mot latin lux, qui veut dire lumière. Et tous les trois, vous travaillez sur des objets lumineux. Et en même temps, vous bousculez un petit peu les codes de l'industrie du bijou et de la joaillerie française. Et je voulais demander à chacun de vous de se présenter et d'expliquer en quelques mots comment vous avez décidé de monter une entreprise de bijoux, de joaillerie. Et on reviendra après sur la singularité du propos entrepreneurial. Peut-être commencer par toi, Héloïse. Ok, alors bonjour Pierre. Donc moi je m'appelle Héloïse Chapiero, j'ai monté la marque Héloïse et Abella il y a 5 ans. Et donc Héloïse et Abella est la première maison française de joaillerie circulaire, c'est-à-dire que tous nos bijoux sont fabriqués en or 18 carats recyclés et diamants de seconde main. Donc nos pierres sont achetées via des... En fait, nous achetons aux enchères des bijoux vintage signés, dont nous expertisons la qualité des pierres, nous démontons les pierres et nous les réutilisons sur nos collections de bijoux. Voilà. Merci beaucoup. Manuel. Donc nous, avec mon associé Marianne Wegmeister, on a monté Courbet en 2018 avec l'idée de créer la marque avec de l'or recyclé qui provient des téléphones portables et ordinateurs et des diamants de laboratoire que l'on fait pousser. Alors je ne sais pas si on bouscule la tradition, parce qu'en fait on garde une grande partie de la tradition. La tradition, c'est le design, c'est le savoir-faire, c'est l'excellence des matériaux, c'est ces artisans qui travaillent, et tout ça on l'a. Par contre, effectivement, on a choisi des matériaux un petit peu différents. Merci. Et Kitsi, à toi? Alors, donc je suis Kitsi Martin et j'ai fondé Kitsi Martin Studio fin 2018. Et cette création de marque est venue du fait que j'ai constaté qu'il y avait énormément de stocks dormants dans les maisons. En fait, j'ai été designer vêtements dans plein de maisons de couture. Et je savais que dans tous les studios de maison, il y avait des tiroirs avec des boutons, des chaînes, des embouts de cordon, plein de métalleries qui dormaient. Et j'ai eu envie de réveiller ces endormis. Voilà. Super. L'idée, sur cette idée d'un nouveau luxe qui est inventé par des entrepreneurs comme vous, c'est peut-être de sortir du récit aussi très traditionnel qu'on a sur cette industrie. Juste pour faire une petite aparté, je voulais vous rappeler que la Galerie des Glaces à Versailles, qui représente un certain luxe à la française, à l'époque était quand même une espèce de showroom commercial sur notre capacité industrielle à fabriquer des miroirs. Voilà. Ceci dit, aujourd'hui, on sent que cette notion du luxe, elle est en évolution, et elle est en évolution accélérée. Vous en êtes tous des actrices et des acteurs. Moi, ma question, c'est de savoir, quand vous avez créé votre entreprise, et dans votre parcours d'entrepreneur, est-ce que l'idée de disruption était présente dès le début? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes passé d'un parcours, toujours dans le cadre des entreprises que vous avez fondées, d'une approche plus traditionnelle, et puis à un moment, vous vous êtes dit, bon, je vais changer le braquet d'épaule et passer à un autre modèle? Je t'entends très mal. Oui, non, pardon. Je suis désolée. Ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que l'idée de l'upcycling, d'une approche un peu différente, même si, et on y reviendra, la joaillerie, c'est par essence un milieu où il y a quand même toujours une idée de la circularité. On jette rarement une bague ou un bracelet parce qu'on en a marre. Mais est-ce que l'idée, créativement et en termes d'approvisionnement, de sourcing, de casser un peu les codes, était présente dès le début de ton projet, par exemple? Oui, pour moi, c'était même le point de départ. C'est-à-dire que avant de créer Kitsi Martin Studio, j'avais créé une autre marque. Et c'était un peu mon premier test entrepreneurial. Pour le deuxième, j'avais vraiment envie de partir de l'existant. C'était impensable pour moi d'ignorer tous ces stocks dormants, tous ces endormis que je connaissais. Donc ça a été vraiment le point de départ. Et j'essaie de le tenir encore maintenant. Et c'est presque dans l'autre sens. Je trouve que c'est difficile de continuer de tenir cet engagement en réalité.
Et toi, Manuel, quand l'idée chez Courbet du diamant de laboratoire, elle est inhérente au projet avant 2018? Non, donc clairement, c'est la découverte qu'il y avait ce diamant qui a fait qu'on a créé la marque. En fait, moi, j'ai découvert ce diamant-là un peu par hasard. J'étais dans une autre marque. Et en gros, je me suis dit, mais attends, c'est une évidence. C'est-à-dire que souvent, quand tu veux créer quelque chose, et notamment dans le luxe, que tu veux que ça soit écologique, éthique, tu es obligé de faire des compromis sur l'esthétique ou la qualité. Là, en l'occurrence, il n'y a aucun compromis à faire. C'est des diamants et de l'or. Donc, effectivement, c'est vraiment cette découverte du diamant qui nous a amené à créer la marque. Et l'idée, c'était de la créer place Vendôme, parce qu'il n'y a qu'une seule place Vendôme dans le monde, et puis tout d'un coup, ça te confère un statut de joaillier assez incroyable. Mais c'est comme je te le disais auparavant, c'est qu'on en respecte aussi les traditions, quoi, que ce soit le design, le savoir-faire, le sur-mesure, toutes ces choses-là. Et toi, Héloïse? Même réponse. Je dirais que ça a été le point de départ, et puis surtout, j'ai structuré la société autour de ce principe de circularité qui est hyper contraignant. Parce qu'aujourd'hui, le design des collections dépend de l'approvisionnement sur le marché de la seconde main. Les prix ne sont pas des prix fixes, puisque moi, je travaille avec le marché des enchères. Donc, j'ai des problématiques qui sont radicalement différentes au fondement de la société versus une marque de joaillerie classique. Donc, que ce soit de design, de prix, d'approvisionnement. Et il y a vraiment des modèles on fait parce qu'on arrive à les répéter un certain nombre de fois, et puis ensuite on arrête parce qu'on trouve plus les pierres, ou inversement. Voilà, l'ensemble de la collection est structuré autour du principe de circularité, et notre fonctionnement interne n'a rien à voir avec une société qui fonctionnerait avec du diamant naturel neuf. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes trois acteurs. Pardon. Aujourd'hui, vous êtes trois acteurs d'un milieu qui est placé sous, voilà, on l'a dit, le signe du changement, avec trois injonctions qui ne sont pas spécifiques à la joaillerie, mais qui sont néanmoins importantes, qui sont la diversité, qui sont l'inclusion et qui sont la responsabilité. J'aimerais savoir comment la responsabilité, on va peut-être y revenir après, mais sur l'idée de l'inclusion et de diversité, comment vous l'intégrez dans votre processus créatif et même dans la stratégie qui consiste ensuite à présenter vos créations à des audiences et à les commercialiser? Pour ma part, quand j'ai créé Kitty Martin Studio, c'était important que les bijoux plaisent autant aux hommes qu'aux femmes. Tout simplement parce que dans mes inspirations, je regarde beaucoup la pop culture. Donc j'ai beaucoup regardé les rappeurs comme A$AP Rocky ou Jaden Smith, qui portent des bijoux, qui portent du vernis, des jupes, qui sont pourtant dans un univers extrêmement masculin. Et pour moi, c'est très moteur de regarder ces nouvelles personnes, ces nouvelles égéries. Et donc j'avais envie, à chaque fois, je me disais, est-ce que ce bijou serait porté par A$AP Rocky? Est-ce qu'il serait porté par Jaden Smith? Est-ce qu'il serait porté par Rihanna? Un peu toutes ces figures de la pop culture qui m'inspirent. Donc ça a été un peu un fil conducteur comme ça. Et je continue comme ça aussi dans mes collections. Je me demande, est-ce que mon mari porterait ce bijou? Et est-ce que moi aussi je peux le porter? Donc par exemple, le collier que je porte aujourd'hui, mon mari le porte aussi tous les jours. Et je vais essayer de réfléchir chacune de mes pièces de cette façon. Voilà. Manuel? Alors, sur la diversité, je sais pas trop, moi. En fait, il y a une chose importante, déjà, c'est que les bijoux sont dessinés par une femme. Et je trouve que ça change tout. Parce que je pense que la manière de porter, la manière de vivre avec, etc., elle y pense vraiment. Et donc ça, c'était important. Nous, on s'est concentré sur une chose qui est un truc que je trouve fantastique avec le bijou, qui n'a nul autre pareil. C'est que je trouve que le bijou est le marqueur de l'agenda des gens. C'est un moment hyper important. Ils viennent rarement acheter un bijou juste comme ça. Ils viennent pour célébrer un moment. En général, un moment joyeux, donc c'est plutôt agréable à recevoir, d'une part. Mais c'est aussi une responsabilité de la marque de se dire, putain, ils m'ont choisi pour célébrer leur fiançailles, leur mariage, une naissance. Et je trouve que cette responsabilité-là, elle est assez extraordinaire. Alors, je dévie un peu de la question, mais voilà. Et chez Courbet, qui est, rappelons-le, une maison de la place Vendôme, disruptive, mais quand même inscrite dans ce biotope un peu mythique. Est-ce que tu as une idée de la part de clientèle
on va dire, féminine et masculine? Comment ça se divise? La part de clientèle féminine et masculine, c'est un peu compliqué, parce que globalement, contrairement à Mademoiselle, moi, j'ai très peu de bijoux pour hommes. D'accord. Par contre, moi, j'ai une segmentation en termes d'âge qui est assez incroyable. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, plus de 50% de mes clients, ils ont entre 25 et 36 ans. Et je pense que la promesse que l'on a fait, qui est sur l'écologie, qui se rajoute avec le savoir-faire, la place Vendôme, etc., fait que ça leur parle vraiment. Donc je verrais plutôt cette typologie-là. Après, les gens qui viennent, il y a effectivement des femmes qui s'achètent pour elles, des hommes qui achètent pour leurs femmes. On a beaucoup de couples. On a énormément de couples. Et je trouve ça plutôt sympa de faire un projet comme ça, ensemble. Super. Et Héloïse, quand on parle de diversité, tu évoquais tout à l'heure également la diversité des opportunités d'achat. C'est-à-dire souvent on dit les grands moments de la vie, mais il semblerait que les grands moments de la vie soient pas les seules occasions de venir chez vous. Non, alors en fait c'est aussi lié à la jeunesse en fait, enfin au renouvellement je pense des générations sur des achats avec un budget conséquent, mais je pense qu'on est réunis aussi parce qu'on a des positionnements prix qui sont relativement plus accessibles que d'autres maisons. Et donc, avec un parti pris écologique, on va intéresser une clientèle qui est du coup hyper consciente des nouveaux enjeux, qui s'intéresse énormément. Donc, je pense que la transparence est capitale. Et du coup, en fait, on a beaucoup dans notre clientèle aujourd'hui des personnes de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans qui ont un diplôme à fêter, un anniversaire, un événement important. Et au lieu de dédier une cagnotte ou un budget familial à un cadeau qui serait très éphémère, il va y avoir une vraie réflexion collective sur je m'achète un objet qui dure dans le temps, que je peux transmettre, sur lequel j'investis, qui a du sens, qui affirme aussi visuellement ma personnalité et mon engagement. C'est-à-dire que j'ai choisi cette maison pour ces raisons-là et j'ai envie que ce soit visible. Donc je pense qu'en effet, à nous trois, on répond aussi à une vraie demande pour des objets qui soient aussi réfléchis sur le long terme et pas sur un achat compulsif parce que c'est à la mode, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et voilà, je pense que du coup, en termes d'inclusivité, de diversité, on réunit aussi grâce au prix et grâce aussi à la transparence de nos processus de fabrication, une clientèle qui est très large en fait. Alors, je voulais revenir sur... Pardon, je voulais juste ajouter un truc pour rebondir sur ce que disait Héloïse, et je pense que c'est vrai pour nos trois marques, c'est que les gens viennent acheter un bijou pour eux. Ils viennent pas acheter un bijou pour que les autres sachent qu'ils aient un bijou. Et je pense que c'est la grosse différence. Sur la responsabilité, qui est un thème essentiel dans cet univers, vous avez finalement, je dirais, à la fois une vision partagée et des stratégies assez différentes. Comment vous expliqueriez votre positionnement à chacun, c'est-à-dire entre ton travail qui consiste aussi à travailler des matières pas forcément précieuses au sens classique du terme. Chez Courbet, le choix du diamant de laboratoire, et je me permets d'insister, diamant blanc, mais aussi diamant de couleur. Et enfin, chez Héloïse et Abélard, cette idée vraiment de la circularité. Donc on est entre l'innovation technologique, l'upcycling, le recyclage, qui est peut-être un peu moins glamour comme mot, mais qui est efficace. Comment vous définiriez chacun votre approche de cette responsabilité-là? Et est-ce que les clients dont vous parliez vous font des demandes, sont sensibles dans l'acte d'achat à cette philosophie qui est la vôtre? Alors pour nous, pour Kitty Martin Studio, je dirais qu'on se positionne vraiment comme un studio de création qui, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais qui réveille les endormis, mais peu importe que ce soit de l'univers du bijou ou du prêt-à-porter ou même de l'objet. Là, aujourd'hui, on fait du bijou
c'est un vrai choix en tant qu'entrepreneur parce que j'avais envie de pouvoir expérimenter moi-même les matériaux et faire tout ça avec mes mains pour faire mes protos et tout essayer. Mais en soi, quand on a fait des collaborations avec la marque Patou ou la marque Gani ou encore Café Kitsune, à chaque fois, c'était 3 styles de création différentes. On a eu objets, textiles et accessoires. Et en fait, le dénominateur commun, c'est qu'on a réveillé les stocks dormants de ces maisons-là, enfin en tout cas de ces marques-là. Et donc aujourd'hui, nous, notre vecteur de création, c'est le bijou fantasy. Mais demain, on pourrait très bien sortir une capsule de vêtements. Je ne le fais pas parce que j'ai été designer vêtements et donc je sais ce que représente la réalité de vendre des vêtements. Mais en tout cas, c'est ça, je crois, nous, notre force, c'est qu'on part de la contrainte et qu'on en fait quelque chose de nouveau et ça nous stimule créativement parlant. Voilà. Manuel ? Nous, clairement, les clients viennent pour ça. Viennent pour cette promesse qu'on leur a proposée, qui est de dire qu'effectivement, on allait être une joaillerie écologique. Donc clairement, c'est leur motivation numéro 1. Après, je pense qu'ils restent parce qu'ils trouvent ça beau. Vous savez, nous, on a une phrase, on adore qui est « sans le bien, le beau n'est rien ». Mais on a bien compris qu'il fallait que ça soit beau quand même, parce que sinon, jamais ça fonctionne. Donc, effectivement, c'est de réunir ces 2 éléments-là. Et c'est vraiment leur motivation première. Après, une fois de plus, il y a le décorum de la place Vendôme, il y a un certain nombre de choses, il y a le savoir-faire qu'on met en place, il y a le sur-mesure qui les satisfait. Donc ça, c'est génial, mais il y a ça. Après, on a une possibilité, vous parliez justement de diamants de couleur, nous on a une possibilité de faire des choses que la nature ne permet pas. Et donc ça, c'est plutôt sympa de pouvoir créer des choses, par exemple créer des diamants verts, des diamants bleus. Quand vous trouvez un diamant vert dans la nature, vu comme il est rare, vous le gardez le plus gros possible. Nous, on peut faire des petits diamants verts, donc faire des créations sur mesure avec des petits diamants verts, ce qui est assez incroyable. Donc voilà le champ un peu... en tous les cas de création sur lequel on va. Mais pour revenir à votre question première, clairement, cette promesse de l'écologie, c'est ça qui les fait venir. Et sur cette dimension écologique, un petit peu comme Héloïse qui explique qu'elle source donc sur le marché des enchères, également appelé le pre-loved market, pre-owned market, les pierres avec lesquelles elle travaillait. Est-ce que chez Courbet, vous avez un suivi de la chaîne de production de vos diamants de laboratoire ? Oui, parce qu'on sait, et il ne faut pas le cacher, il faut beaucoup d'énergie pour produire un diamant en laboratoire. Et en fait, le problème, c'est l'énergie. Donc on va le chercher où l'énergie est la plus propre possible. Nous, on avait investi en France pour avoir du diamant français. On a la 3e énergie la plus décarbonée au monde. Donc ça, c'est fantastique. Mais en attendant, on achète beaucoup aux États-Unis. Parce que là, il y a certes du nucléaire, mais c'est une énergie décarbonée, malgré tout. Il y a du solaire, il y a un peu de fossile. Mais par exemple, on n'achète pas en Chine du tout, parce que ce n'est que de l'énergie fossile. On se bat contre les mines d'un côté, on ne peut pas d'un autre aller chercher des diamants qui sont produits grâce à de l'énergie fossile. Donc oui, on fait ce genre de choses et ce genre de choix. Même s'il est plus cher, ça vaut le coup. Héloïse, à toi sur cette idée de la responsabilité et la manière... Parce que souvent, je me dis dans l'univers de la mode, du luxe, fut-il en réinvention permanente, c'est quelque chose qu'on peut mettre un peu de côté. S'acheter un bel objet, c'est aussi se dire je me libère l'esprit des contraintes moins fun de la vie. Et justement, vous ouvrez des nouvelles portes. Est-ce que quand les gens, jeunes filles, moins jeunes filles, jeunes gens, messieurs peut-être un peu plus mûrs, viennent chez Héloïse et Abélard, la question de la responsabilité est importante pour eux et comment tu la communiques avec tes clients ? Alors, je dirais que nous, on a une approche hyper traditionnelle, en fait. La circularité, c'est vraiment un retour aux fondamentaux de la joaillerie. Donc, en fait, on a très peu d'explications à donner parce que votre grand-mère, votre mère ou que vous ayez des bijoux à 18 ans pour un cadeau, en fait, cette notion d'un diamant est éternel, je peux le réutiliser, je peux le transmettre. Le marketing a assez dépensé là-dessus pour que ce soit bien ancré. Et du coup, nous, on récupère que les bénéfices en fait de ce matraquage réel sur le fait que le diamant est éternel et ne s'altère pas dans le temps, que c'est le plus solide du monde, la matière la plus solide du monde, etc. Donc en fait, c'est vrai que nos explications,
on n'a pas besoin d'y passer très longtemps. On a juste besoin de dire qu'on revient aux fondamentaux, qu'en fait, en revanche, on a une qualité de pierre où on assure un niveau de qualité sur le diamant, donc de couleur GH ou pureté VSSI, qu'on ne source uniquement que de la seconde main, c'est-à-dire qu'on achète et on fait les opérations de démontage. Donc on ne peut que garantir cette traçabilité. Et en fait, du coup, cette transparence et ce flux 100% local à Paris et en France, il est assez limpide, en fait, et transgénérationnel. Donc nous, on a vraiment des familles entières sur 3 générations qui viennent on fait aussi des transformations de bijoux. Donc on a internalisé ce service de transformation. Donc on va avoir la grand-mère qui vient avec sa fille, qui vient avec sa petite fille, et on réalise 3 bijoux. Voilà, donc c'est absolument... je pense que c'est pas qu'une problématique de génération. Je voulais revenir peut-être sur les noms que vous avez choisis. Donc on est réunis sur ce plateau à l'occasion de l'événement We Are French Touch sur voilà, l'innovation dans l'univers de l'entrepreneuriat français. À part toi, Kitty, les noms que vous avez choisis sont quand même inscrits dans une espèce d'imaginaire hexagonal très puissant. Bon, Héloïse et Abélard, couple d'amoureux mythiques depuis je ne sais plus combien de siècles, mais quelques-uns. Moyen-Âge. Courbet qui va évoquer bon, peut-être plus le 19e siècle, la tradition de la peinture, un ancrage aussi, comme tu le disais, Place Vendôme. Qu'est-ce qui fait, dans l'identité, dans l'ADN de vos maisons, quelles sont des maisons inscrites dans une modernité française? Manuel? Pardon. Pour Courbet, effectivement, c'est un hommage à Gustave Courbet, évidemment. Mais l'idée... Alors déjà, moi, je suis un peu franchouillard. La joaillerie, elle est française. Donc, il me fallait un nom français. Et en fait, Gustave Courbet, non seulement donc c'est le peintre qui a fait l'origine du monde, qui était disruptif à son époque, hein, il avait mis en émoi tout Paris, mais ce que les gens savent moins, et c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là, c'est que Gustave Courbet, en 1871, il est communard, haut placé dans la commune de Paris, et c'est lui qui fait démonter la colonne Vendôme. Et il fait démonter la colonne Vendôme pour une bonne raison. Il dit, je suis rue de la Paix, et la première chose que je vois rue de la Paix, c'est une colonne aux gloires des guerres napoléoniennes. Il dit non, ça doit aller ailleurs, on doit faire autre chose. Donc quelqu'un qui a voulu changer la place Vendôme pour une bonne raison, on trouvait quand même que ça avait vachement de sens. Donc voilà l'origine du nom. Donc je ne sais pas si ça s'inscrit dans une tradition ou quoi que ce soit, mais en tous les cas une tradition un peu de disruption, ouais, ça c'était sympa. Mais est-ce que chez Courbet, l'idée à la fois donc, de l'innovation autour du diamant de laboratoire et donc de l'éco-responsabilité me semble, mais dis-moi si je me trompe, aller de pair quand même avec une tradition de la façon, du dessin, j'ai l'impression que quand on vient chez Courbet, il y a aussi une forme d'héritage, même si vous êtes une maison récente. Ah oui, tout à fait. Non, c'est vrai qu'on n'a pas... On sait... c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un symbole pour les gens. C'est un marqueur de l'agenda des gens. Et je pense que les gens se retrouvent avec des symboles assez classiques, traditionnels. Un collier 4 griffes avec un très beau diamant, un solitaire, une bague de fiançailles. Voilà. Alors après, on a des choses qui sont autour d'un design, autour du C et du O de Courbet, les 2 premières lettres de Courbet. Mais c'est vrai qu'on n'est pas extravagant, on n'est pas vraiment mode, on n'est pas flash non plus. Donc je suis un peu d'accord, oui, on est un peu tradit. Alors, Kidzi, c'est peut-être toi parmi nos autour de cette table qui pourrait a priori sembler flotter davantage au-dessus de la tradition du bijou français tel qu'on l'imagine, tel qu'on la connaît, mais néanmoins, tu connais très bien le milieu de la mode parisien pour avoir travaillé dans quelques très très belles maisons. Tu évoquais une collaboration récente avec Patou, par exemple. Comment tu expliquerais ton ancrage à Paris, ou ton ancrage peut-être là aussi dans un savoir-faire français qui est peut-être là aussi est en train de se réinventer, ou tout simplement en train de muter et d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire des arts appliqués de l'Hexagone?
Pour moi, le savoir-faire français, il est à la fois dans l'artisanat et dans le savoir-faire que dans la création pure et dure du design, de l'idée, de la nouveauté. Les maisons de couture françaises, elles sont là parce que justement, elles ont révolutionné le monde de la mode. Et je crois que c'est ça aussi que j'ai Enfin, moi, je viens de l'univers du vêtement, je suis passée par ces maisons-là. Et ce qui me guide à chaque fois, alors j'ai toujours cette fascination pour le savoir-faire, que je regarde à chaque fois de loin, que je ne sais pas réellement, moi, exploiter. Et en tout cas, je ne suis pas artisane, ce n'est pas ma formation. Moi, je viens vraiment du design. Donc, en fait, je défends quelque part le savoir-faire français par ce biais de la création, qui pour moi est réel en France. Et je voudrais juste rappeler au passage que quand on parle de bijoux et de mode, toutes les grandes maisons françaises, et je pense à Saint-Laurent, époque Yves Saint-Laurent, je pense à la maison Dior, époque Christian Dior, mais aussi après, ont toujours eu là aussi des offres de ce que les Américains appellent fashion jewelry, qui sont... on va dire des bijoux ornementaux, mais qui font pas nécessairement appel à des matières précieuses. Donc tu es aussi un peu à la fois l'héritière et la réinventeuse de cette tradition-là. J'aimerais, mais oui, c'est vraiment le bijou fantaisie. Alors c'est ce que je disais, je trouve ça dommage, on n'a pas réussi à trouver un joli mot pour dire bijou fantaisie, parce que c'est toujours un peu mal perçu, la bijouterie fantaisie. Alors qu'en effet, il y a des bijoux fantaisie Saint-Laurent, Chanel qui sont fascinants et qui font vraiment partie du patrimoine français. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire là, réinventer ce mot, cette expression bijou fantaisie. Moi, en regardant tes créations, je pensais presque à du bijou d'auteur. Enfin, parce que c'est quand même, il y a une personnalité qui est voilà, très affirmée. Et c'est vrai que le mot fantaisie me semble, c'est pas le premier qui personnellement me vient à l'esprit. Voilà, c'est ça. À chaque fois que je le dis, je me dis c'est pas vraiment ça, mais en même temps, on n'a pas encore le mot. Et je ne fais pas non plus de la joaillerie. Mais en tout cas, c'est pour ça que je crois que j'aime bien dire on réveille les endormis, on fait de la création. Et aujourd'hui, c'est le bijou. Et peut-être que demain, ce sera autre chose. Voilà. Héloïse, sur cette idée d'un héritage français, bon déjà le choix, Héloïse Abélard, Oui, alors je dirais que l'idée en tout cas ce nom, il est intimement lié à mon prénom, parce que moi j'ai été appelée Héloïse en référence à cette histoire, donc c'est vrai que je me sens très proche de cette histoire. Mais je dirais que l'idée c'était vraiment de faire un pont entre le passé, le présent, le futur. Nous on utilise des pierres de toutes les époques, enfin en tout cas qui ont destiné à vivre sur plusieurs générations. L'idée, c'était de dire que le bijou, il a vraiment une intemporalité significative, que la passion amoureuse, c'est intimement lié au bijou, mais qu'on peut l'envisager d'une façon un petit peu plus disruptive potentiellement, qui est propre aussi à l'histoire d'Héloïse Abélard. Donc c'était de s'éloigner un peu d'un romantisme classique, peut-être très ancré dans la joaillerie classique, et de retourner aussi sur le patrimoine littéraire français, avec des histoires qui sont peut-être un petit pas de côté, en tout cas dans la passion habituelle qu'on peut avoir des couples amoureux classiques, quoi. Et je voulais te demander également si, toi qui travailles beaucoup le diamant, ouais. On dit souvent qu'autrefois c'était le mari qui achetait un bijou pour son épouse, le fiancé pour sa fiancée, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui chez Héloïse Abélard, il y a des garçons qui viennent s'acheter des diamants ? Non, alors moi j'ai pas de clients masculins parce que je fais pas de bijoux masculins. Donc forcément, s'ils viennent acheter seuls, ils achètent pour leur copine ou leur femme. Inversement, j'ai beaucoup de femmes seules qui achètent pour elles-mêmes. J'ai aussi pas mal de projets de transformation, de divorce. Toutes les étapes de la vie sont sujettes à des transformations de bijoux. Et donc je dirais que non, j'ai pas une clientèle masculine seule, sauf cadeaux, surprises et du coup des hommes qui sont parfois un peu perdus.
et qu'on accompagne avec beaucoup de transparence. Et je pense que sur ce sujet-là, c'est une vraie différence aujourd'hui et qui réunit nos maisons. C'est voilà comment je fabrique, toutes les questions sont les bienvenues, il n'y a pas d'opacité, il n'y a pas de discours très nébuleux sur potentiellement le sourcing, la géographie. Voilà, on est ce qu'on sait, on le dit, ce qu'on ne sait pas, on le dit. Et je pense que ça réunit plus de consommateurs aujourd'hui. Ouais. Je te demandais ça parce que je voyais ce que tu portes à l'oreille et je me disais que même en monoboucle sur un garçon, ça pourrait être... Mais pourquoi pas ? J'ai raté un ciblage client. Appel aux amateurs et aux candidats. Je vais m'y attaquer dès demain. J'avais également une question qui est presque une question à la fois générationnelle et liée à l'identité de ce métier, qui est celle de la... Alors c'est pas très joli dit comme ça, mais celle de la distribution. C'est-à-dire on est quand même à l'époque où il y a beaucoup de maisons, de marques qui naissent comme des pure players digitales. Il se trouve que chacun d'entre vous, que ça soit dans le 11e, que ça soit du côté de la place Vendôme, que ça soit assez facilement ou à travers des rendez-vous privés, enfin sur rendez-vous, vous avez aussi des espaces physiques. Et je me demandais sur la démarche de la rencontre du client, sur le fait de présenter des objets qui sont quand même des objets de valeur et qui ont une valeur pérenne. Comment vous vous êtes positionné entre la stratégie du digital, la stratégie du physique? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Et comment vous voyez les choses évoluer? Et je voudrais peut-être commencer avec Manuel, parce que, sauf erreur de ma part, vous étiez au début, vous vous êtes positionné quand même très majoritairement comme un player, un acteur digital. Oui, effectivement. Au départ, il y a 6 ans, en 2018, vous m'auriez posé la question, je dis non, mais on sera digital, point. Jamais je vais vous faire la réponse que je vais vous faire maintenant. Non, en fait, effectivement, on a revu un peu notre sujet parce que clairement, le digital nous permet de contacter les gens, nous permet de connecter les gens, nous permet de faire connaître la marque, de faire que les gens prennent rendez-vous, ou que ça soit en physique ou même en WhatsApp, mais c'est à travers effectivement Internet. Maintenant, la dimension physique, sincèrement, je l'avais sous-estimée. Et là, je m'aperçois du besoin physique de présenter les objets, de les faire essayer, de faire connaître la marque. Et je pense, nous, aujourd'hui, on a un showroom où les gens viennent sur rendez-vous. Et à un moment donné, je me suis dit, mais tous ces gens qui prennent pas rendez-vous et qui viennent pas, alors qu'on les touche, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est très engageant quand même de prendre rendez-vous et de venir. Donc ça, c'est compliqué. Quand on a une boutique avec pignon sur rue, c'est peut-être plus facile de pousser la porte, de regarder, non merci, voilà. Il y a toutes ces choses-là. Et puis il y a un autre sujet qui était auquel j'avais pas du tout pensé, qui est la réassurance. C'est-à-dire que si vous avez une boutique, vous existez, vous avez une vraie existence, vous faites partie. C'est rassurant pour le client final. Et là aujourd'hui, effectivement, ça sera la prochaine étape pour nous. On le sait, on a besoin de ce physique-là. Mais une fois encore, il y a 6 ans, je vous aurais dit mais tu plaisantes, jamais on aura une boutique. Donc voilà, comme quoi, même à mon âge, on arrive à changer. Héloïse? Alors moi, j'ai dès le départ considéré qu'il fallait qu'on soit digital et physique. Ça, c'est vrai que d'expérience sur le bijou, j'ai toujours été intimement convaincue que l'essayage est clé. Pour moi, le digital est un vecteur de marketing et de communication, aussi de vente, mais je pense que ça a ses limites sur la joaillerie. Donc dès le départ, là, une présence physique était hyper importante. Moi, je maintiens une conviction, c'est que le système qu'on a mis en place aujourd'hui chez Héloïse Abellard, avec une prise de rendez-vous extrêmement simple, un accompagnement très personnalisé et très suivi dans le temps, avec tout un tas de choses qu'on s'évite dans la boutique, à savoir peut-être le fait d'oser ouvrir, oser entrer, est-ce qu'on a une personne qui est disponible pour vous recevoir, est-ce que vos produits sont disponibles, est-ce qu'on peut tous les voir d'un coup, il y a des normes de sécurité, etc., qui font que c'est compliqué. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses dans la boutique que je juge aussi très contraignant et qui nuit à mes yeux à l'expérience d'achat.
le délai de paiement, voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent être assez très longs et très fastidieux pour le client. Donc je suis assez convaincue en fait de ce principe sur rendez-vous avec vraiment un accompagnement dédié sur un temps donné, avec un potentiellement frein en effet sur je suis pas sûre, je veux juste regarder, etc. Mais je pense que le digital à ce moment prend le relais à ce moment-là pour rassurer, pour toutes des personnes qui ont besoin de réfléchir, et le jour J, qui se lancent et qui prennent un rendez-vous en connaissant la marque, en connaissant les produits. Voilà, donc moi je suis assez convaincue de la dualité des deux phénomènes, et je pense qu'effectivement aujourd'hui c'est impossible d'imaginer l'un sans l'autre. Voilà. Kidzi ? Alors, moi, j'ai commencé complètement digital aussi. Toute notre communication était axée sur Instagram, sur YouTube. Et je pensais que c'était amplement suffisant. Et en fait, c'est tout frais. Depuis cet été, on commence à rentrer dans le chemin des Fashion Week pour présenter aux acheteurs. Et on commence à rentrer en grands magasins, etc. Et là aussi, notre bureau, il se trouve que notre nouveau bureau qu'on a depuis septembre est pignon sur rue. Donc on s'est dit, pourquoi pas en faire aussi une petite boutique. Et donc on commence à accueillir des clients. Et en réalité, nous, le lieu en physique, on s'en sert surtout pour fédérer notre communauté, pour rassembler, pour créer des événements, proposer des expériences qu'on peut pas faire online. Donc des collaborations avec peut-être d'autres marques et où il y a une expérience un peu différente. Donc c'est plus comme ça qu'on va utiliser notre boutique. Et après, la réalité de la distribution, comme tu disais, fait que ça donne une vraie crédibilité. Et ça, c'est nécessaire en réalité pour des jeunes marques comme les nôtres. Ouais. Alors, vu qu'il nous reste un peu de temps, je voulais rebondir sur ce que tu évoquais, donc la nécessité de montrer l'importance des Fashion Week, des acheteurs, et vous demander aussi comment ces maisons françaises, parisiennes, mais pas que, rayonnent à l'international aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques informations sur des revendeurs qui vous distribueraient à l'étranger? Alors je pense spontanément aux grandes capitales du style, on va dire Londres, Milan, New York, Los Angeles, mais ça peut être la Corée, ça peut être le Japon, ça peut être l'Afrique du Sud, enfin tout est ouvert. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui à ce niveau-là? Nous, oui, on commence à toucher l'international. C'est assez récent. Il y a la magie des réseaux sociaux qui font que parfois il se passe quelque chose. Donc nous, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, quelqu'un a parlé de nous sur TikTok. Il se trouve que cette personne était très suivie. Et on s'est retrouvé à avoir plein de commandes des États-Unis et on savait pas d'où ça venait du tout parce que nous-mêmes, on n'avait pas de compte TikTok à l'époque. Et ça s'est déclenché comme ça et on s'est dit tiens, pourquoi pas, on a une cible aux États-Unis qu'il faut peut-être un peu creuser. Et aujourd'hui, on gère l'international réellement différemment de notre cliente française. En fait, on a vraiment deux types de clientes. On a notre cliente française qui nous suit depuis le tout début, qui connaît la marque, qui est un peu l'extension, je dirais, de moi, parce que moi, je communique beaucoup sur moi à travers ma marque. Qui vit quasiment dans le même quartier que moi, qui traîne dans les mêmes lieux que moi, qui s'habille à peu près comme moi. Enfin, c'est l'extension de moi. Et puis, il y a ma cliente américaine qui n'a rien à voir avec moi, qui est venue vraiment par le produit, parce qu'elle a vu la marque et qui vit dans des quartiers beaucoup plus chics, qui a un sac Hermès, un sac Chanel, qui est un peu fascinée par la création française. Et donc, j'essaye, en fait, en termes de communication, de autant parler à cette femme que à celle de Paris rive droite, on va dire. Et c'est un peu un petit jonglage, mais qui est assez intéressant parce qu'en termes de création, ça me permet de faire des pièces très haut de gamme pour cette cliente américaine et des pièces plus accessibles pour la cliente parisienne. Voilà. Donc du 11e à l'Upper East Side et à Beverly Hills. Bravo. Chez Courbet, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? On va dire que c'est un peu différent parce qu'il y a aussi la maturité de ce diamant. C'est-à-dire, il y a 6 ans, personne n'en voulait, on était le diable. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, aux États-Unis, 70% des détaillants proposent les 2 diamants, en disant nous, notre rôle, c'est de proposer, c'est pas de choisir. Donc, c'est en train d'évoluer. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a des demandes de distribution.
Mais par expérience, c'est très bien de distribuer. Mais si on peut pas communiquer derrière, si on n'a pas les moyens de le faire, si on n'a pas les moyens de supporter une implantation à l'étranger, on sait que ça va être un coup d'épée dans l'eau. On va faire un one shot et finalement, ça sera prédommageable à la marque à long terme. Donc on va y aller petit à petit. D'autant plus que nous, on a une expérience un peu traumatisante avec la Chine. Et on s'est lancé il y a 3 ans et où là, on s'est bien planté. Ouais. Donc il faut le dire. Donc j'ai pas de souci par rapport à ça. Je pense qu'on apprend un peu de ces échecs. Mais en l'occurrence, il y avait ça. Et je pense qu'il y avait une question de maturité de ce diamant dans l'esprit des gens. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est on a des demandes. Formidable. Et est-ce qu'aujourd'hui, à Paris, quand vous recevez, donc sur rendez-vous ou pas, le nom Courbet drive une clientèle de touristes, de passage à Paris, qui ont l'impression peut-être de découvrir une maison française qui n'est pas celle qu'ils vont voir aux 4 coins du monde? Alors, c'est grâce au réseau. Grâce au réseau, et effectivement Instagram, etc., on a des clients d'un peu partout. Mais une fois de plus, on revient sur la maturité, on a pas mal d'Américains. Et donc effectivement, la cible américaine, on est allé les chercher en disant, venez découvrir quelque chose d'un peu caché à Paris. Venez parce qu'on a un showroom Place Vendôme, c'est sur rendez-vous. Donc il y a toute cette histoire-là qu'on essaye de mettre en avant. Mais pour revenir à ça, est-ce que tu disais tout à l'heure, Héloïse, c'est effectivement la complémentarité que tu vas avoir entre l'Internet, entre le showroom, une boutique, un corner, qui fait que tu auras plusieurs points d'accroche, plusieurs points de passage, de réassurance, de découverte aussi. Et on peut pas tout miser sur, on n'a pas non plus des moyens démesurés, parce qu'on est quand même dans un milieu, il faut pas l'oublier. Là, vous avez 3 David, et on a des Goliaths en face, mais on a plein de Goliaths. On n'a que des monstres en face de nous, avec des moyens démesurés par rapport aux nôtres, bien évidemment. Donc il faut qu'on trouve des astuces. Héloïse, l'étranger, l'export. Oui, alors l'international, nous, c'est un peu arrivé par hasard. Je ne parlerai pas d'international parce qu'on n'en est vraiment pas là, mais disons qu'on a eu des petits pics de popularité dans certains États des États-Unis, parce que, encore une fois, les États-Unis, c'est encore un autre sujet. Donc à New York et en Californie, on a eu des petits pics de popularité et d'achat parce qu'on a certaines célébrités qui ont porté nos bijoux et qui ont commandé nos bijoux. Donc ça, c'est la magie des réseaux sociaux, c'est que tout d'un coup, on vous envoie une vidéo en disant « mais c'est pas ta bague, là, qui est portée par Katie Holmes, Kirsten Stewart, etc. » Si. Et voilà, donc là, il y a un petit effet boule de neige qui s'emballe. Après, donc là, vous avez les commandes en ligne, etc. C'est top. Mais après, là où je rejoins vraiment ton discours sur l'implantation, la façon de... Voilà, aujourd'hui, il faut quand même beaucoup de moyens pour s'attaquer à ce type de conquête. On n'est clairement pas attendu. Donc moi, la priorité, c'est mon marché local, où je pense qu'il y a peut-être plus de place parce que tout le monde est occupé à conquérir plein d'endroits. Donc je pense qu'il faut le faire vraiment tranquillement, petit à petit, en faisant des tests, voilà, des choses, un peu des coups de poker. Ça passe ou ça casse, et avec nos budgets et nos idées, et voilà, en espérant après avoir peut-être des stratégies plus sérieuses. Mais je te rejoins parce qu'effectivement, nous, on avait été approchés par des distributeurs, et moi, j'étais absolument effrayée quand on est arrivé sur les quantités d'implantation, sur les règles de retour des stocks, des rachats, le fait qu'en fait, on portait 100% du risque. Et en fait, ça n'avait pas grand intérêt pour nous, si ce n'est peut-être flatter l'ego ou la marque, de dire on est international, à part que notre client parisien et français, il n'a absolument rien à faire. Moi, je voulais vous féliciter aussi, parce que dans cette idée de réinvention du luxe, vous êtes des maisons qui n'oublient pas la clientèle locale. Et aujourd'hui, ça me semble être un grand défi dans ce monde-là. Il reste 1 minute. Je voulais vous demander à chacune et à chacun qui vous rêveriez de voir porter une de vos créations, célébrité, pas célébrité, que ça soit Marie-Antoinette ou Thomas Pesquet.
En fait, c'est des questions que moi je me suis jamais posées parce que j'ose même pas. Enfin, pardon, mais. Pas de problème. Vas-y. Non, je trouve que c'est compliqué parce que tout de suite on donne un pouvoir aux gens que je trouve démesuré. Moi, les gens qui me font rêver, c'est ceux qui vont sauver le monde. C'est pas ceux qui chantent, qui dansent, qui font du cinéma. Enfin voilà, c'est très bien, ils sont formidables. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de scientifiques, de chercheurs, de gens qui apportent des solutions. Ça serait plutôt ces gens-là. Qui dit? Oui, c'est un peu difficile. J'avoue que je me suis jamais posé cette question, mais peut-être, je l'ai dit tout à l'heure, un homme de la pop culture, ça me plairait bien. Peut-être Jaden Smith, ça me ferait très plaisir. Voilà. Super. Merci à tous les trois. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.